Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir sur le stand de 3 heures pour ce débat qui va porter sur le sujet des EHPAD. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter mes petits camarades et bien avant ça, mes excuses ou nos excuses pour le retard dans le démarrage des hostilités. Alors, dans cet ordre-là, nous avons autour de notre petite table Camille, qui est avocate de profession, mais qui, avant ça, a fait un stage au sein de la direction des ressources humaines du groupe Orpea. Stage à l'occasion duquel, et elle nous en parlera, elle a pu être témoin des pratiques pour le moins discutables de ce groupe. Et elle a été une des lanceuses d'alerte sur ces sujets-là. Vient ensuite Dominique Chave, qui est secrétaire de l'UFSP au sein de la Fédération CGT de la Santé. À sa gauche, Guillaume Gobet, qui a été délégué syndical central du groupe Orpea et qui est lui aussi bien placé pour nous parler des dérives de cet acteur du monde des EHPAD. En ce qui me concerne, je travaille dans les équipes de 3E Consultants où je m'occupe plus particulièrement des sujets relatifs à la santé et à l'action sociale. Et nous attendons, qui va nous rejoindre incessamment, Guillaume Castanet, auteur du livre qu'on ne présente plus, ni le livre, ni... Pardon ? Les Fossoyeurs, qui a donc dévoilé le scandale Orpea. Donc, pour démarrer, je vais juste remettre vite fait l'église au milieu du village, rappeler quelques chiffres. Pourquoi, au-delà des EHPAD, la thématique du grand âge et de la dépendance va devenir de plus en plus centrale dans notre pays. Il ne vous a pas échappé, et ça on le sait depuis longtemps, que les baby-boomers, s'ils ont la chance de ne pas mourir avant, vieillissent d'1 an tous les ans. Il ne vous a pas échappé non plus que l'espérance de vie progresse dans notre pays. Et ce n'est pas l'épisode du Covid qui a changé grand-chose en la matière. De sorte que la population âgée va de plus en plus croître en France. Pour donner des ordres de grandeur, en un siècle, entre 1960 et 2060, la population des plus de 75 ans sera multipliée par 4. On était à environ, on va être environ une quinzaine de millions de personnes à plus de 75 ans en 2060. On est déjà à 10 millions. Si on se focalise sur les populations qui commencent à être vraiment dans le cœur de cible de nos amis du lucratif des EHPAD, pour parler comme eux, les plus de 85 ans, puisqu'on entre en EHPAD à 85 ans et 8 mois aujourd'hui, c'est des gens qui vont aussi voir leur nombre être multiplié par 4 entre le début des années 2000 et 2060. Donc, le sujet, normalement, ça fait longtemps qu'on le voit arriver, ça fait longtemps qu'on parle d'une 5e branche de la Sécu, et rien ne se passe. Et pire que ça, il y a quelques dizaines d'années, on a décidé d'ouvrir ce secteur qui devrait relever de la solidarité nationale à des opérateurs privés qui ont vu un Eldorado, on parle de Silver Eldorado, etc. Donc je vais m'arrêter là. Et puis je vais passer la parole à Camille et Guillaume en duo, peut-être, pour nous parler de leur expérience chez Orpea, avant de revenir de façon plus générale à ce qui se passe dans le secteur dans son ensemble, parce que Dom est témoin du fait qu'il n'y a pas qu'Orpea, malheureusement. Oui, peut-être, je m'entendais bien. Faire une petite présentation d'abord du groupe Orpea, parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde sache, même si ce sujet a quand même été largement médiatisé. Orpea, déjà, c'est 227 établissements EHPAD sur le territoire national. C'est une multinationale, bien évidemment, qui est implantée dans 23 pays, et qui continue d'ailleurs à s'implanter sur des, excusez-moi les termes un peu barbares, mais des marchés dits porteurs, que sont notamment l'Asie, en particulier la Chine. Vous imaginez bien, au vu de la concentration de citoyens qu'il peut y avoir dans un pays comme ça, où le modèle de l'EHPAD n'existait pas encore récemment. Le changement de culture est en train de s'annoncer. Ce groupe Orpea, pas le seul d'ailleurs, parce qu'ils se mettent bien d'accord avec les 3 premiers acteurs français que sont Korian, Domusvie et Orpea, pour s'implanter sur des pays dits émergents dans la prise en charge de la dépendance. Je pense aussi au Brésil et en Argentine, enfin toute l'Amérique du Sud. C'est des groupes français en tout cas qui continuent à s'implanter sur ces pays-là.
Premier acteur international, c'est le plus gros groupe international sur la prise en charge de la dépendance. Et Orpea Clinéa, ça s'appelle comme ça, ce groupe, puisqu'ils ont aussi toute une partie de prise en charge de la psychiatrie, des SSR. Le nombre d'établissements, Guillaume, que je ne raconte pas. 80. Ouais, 80 établissements à l'échelle nationale. Donc un groupe qui continue évidemment à prospérer. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Elisabeth. Effectivement, les 30 années à venir s'annoncent florissantes quant au fait de pouvoir se développer tant et plus, en tout cas sur notre territoire national et pas seulement. Un groupe dont le siège social est en France, hein, je le rappelle quand même, à Puteaux. Vite fait... tu m'as présenté comme UFSP. UFSP, c'est Union fédérale de la santé privée. Moi, j'en suis effectivement le secrétaire général. On gère aujourd'hui tout le secteur de la santé privée, du secteur libéral. Ça va du cabinet dentaire au thermalisme, en passant par les groupes lucratifs, notamment celui qui s'appelle Orpea, qui est un groupe dont on essaye en tout cas de s'occuper depuis un petit moment, mais qui est très opaque. C'est très difficile d'aller percer l'omerta dans ce type de groupe. Je me tourne forcément vers ma voisine de droite parce que nécessairement Camille nous a été largement précieuse. Chacun a eu une place prépondérante dans le fait que ce scandale éclate. Et sans le concours de Camille et évidemment du travail journalistique de Victor, de la présence de Guillaume qui a travaillé 18 ans en tant que délégué syndical central, chef cuisinier dans un EHPAD à Roya, à côté de Clermont-Ferrand, on aurait pu difficilement avoir tous ces éléments pour faire percer l'omerta de ce groupe. Je te passe la parole parce que je peux tenir la parole très longtemps. Je pense qu'on va essayer de rendre un peu plus fluide la discussion. Camille, je te laisse la parole. Bonjour. Du coup, j'ai été présentée, je suis juriste de formation et moi je suis rentrée au sein de la direction des ressources humaines d'Orpea dans le cadre d'un contrat d'alternance. Et c'est comme ça que j'y ai passé 11 mois. Je pense que si on veut définir correctement ce groupe, au-delà du fait de dire que c'est un groupe qui gère des maisons de retraite, ce qui est important et ce que moi j'ai tout de suite ressenti au sein de ce groupe, c'est qu'en fait, l'humain, la nature même de l'activité qui est développée au sein d'Orpea, c'est pas important. C'est-à-dire, les personnes âgées, on les gère comme on gérerait une marchandise. Et au même titre que le secteur d'activité n'est pas très important et qu'on gère les personnes âgées comme une marchandise, on gère également le personnel de ces établissements comme une source de dépenses comme une autre. Donc l'objectif, c'est que le personnel coûte le moins possible à l'entreprise. Et un des mécanismes qui a été mis en place de façon systémique et vraiment pensé au sein de cette société, c'est la discrimination syndicale, puisqu'ils ont compris, et je pense à raison, que les syndicats, quand ils faisaient leur travail, ils étaient protecteurs à la fois des salariés, mais également des personnes âgées qui étaient prises en charge. Et donc, quand on protège ces salariés et quand on protège les résidents, eh ben, on coûte cher à l'entreprise. Or, cette entreprise a vraiment pour unique but de faire les plus grosses marges possibles pour régaler ses actionnaires et être un groupe à forte croissance. Oui, juste après, effectivement, par rapport à ce que vient de dire Camille, il y a au niveau du groupe Orpea et des méthodes systémiques qu'ils ont mis en place vis-à-vis de leur personnel, hein, pour contrôler leur personnel, parce qu'on en est... Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est un contrôle de leur salariat. Et après, avec les méthodes qu'ils ont pu mettre en place, où effectivement, on se rend compte qu'il y a une violence sournoise, parce que c'est quelque chose de difficilement palpable. Mais on se rend bien compte, effectivement, sur notre activité syndicale, en tout cas quand on est de la CGT, c'est bien plus compliqué. Face à ces employeurs-là du lucratif, c'est très compliqué. On le voit dans d'autres groupes, où effectivement, le groupe Corian, où on a aussi des méthodes qui sont très violentes vis-à-vis de nos délégués syndicaux. On en a 3 qui ont été attaqués au tribunal pour diffamation. Donc c'est quelque chose dans le secteur qui se met en place. Alors là où ça pose des problèmes, c'est qu'une grande majorité de nos personnels, ce sont des soignants et pas du tout habitués à avoir un type de management qui vient de l'industrie. Parce que finalement, on se retrouve avec des managements comme si on avait... si on bossait dans la sidérurgie, comme si on était chez ArcelorMittal. Et quand vous vous retrouvez face à des infirmières ou des aides-soignantes, ces méthodes-là sont dévastatrices.
dévastatrice. Et ça, pour le coup, je l'ai vécu, moi, personnellement, hein, sur le nombre de gens qui partent en dépression, qui partent pour inaptitude. C'est vraiment quelque chose d'assez terrifiant. Surtout quand on regarde le nombre. Parce qu'effectivement, on a nous, au niveau de ce qu'on peut voir dans les établissements, on voit 1, 2, 3 personnes. Mais quand on regarde à l'échelle d'un groupe tel que Orpea, ça représente des centaines et des centaines de salariés qui ont été abîmés. Peut-être Dominique, pour élargir les choses, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malheureusement, enfin Guillaume en a dit 2 mots, le cas Orpea est très loin d'être un cas isolé. Dans le secteur des EHPAD, on a une grosse dizaine d'opérateurs. Alors, rassurons-nous sur un point, ce secteur reste majoritairement dominé par des établissements publics et privés non lucratifs. Les EHPAD représentent moins du quart des établissements, les privés représentent moins du quart des établissements. Il n'en reste pas moins que ce qu'on a vu de façon caricaturale chez Orpea, on le retrouve aussi dans d'autres groupes. Peut-être que effectivement Dominique pourrait en dire un mot, mais au-delà de ça, dans les méthodes de management, les autres sont sur des logiques où effectivement c'est des résidents, mais ce seraient des boîtes de petits pois. Ce serait quand même mieux parce qu'au moins ils n'auraient pas de famille. Enfin voilà. Donc Dom, si tu peux élargir là-dessus. Alors, une dizaine d'acteurs, il y en a bien plus, mais il y en a qui sont sur le devant de la scène. Tu nous parlais de Korian à l'instant. Effectivement, Korian, c'est le principal acteur national, hein, puisque là où je disais 227 établissements chez Orpea, on est à 420 établissements EHPAD chez Korian. Donc on a, nous, organisation syndicale, affaire à ce groupe de manière assez régulière. Encore lundi cette semaine d'ailleurs, où un cas de, une camarade, enfin une élue CGT de notre organisation, enfin de notre organisation bien évidemment, a été attaqué suite au port d'un t-shirt avec un signe détournant le logo d'Orpea. Korian, le signe était ça, hein, sur le t-shirt. Donc ils attaquent en étant à peu près sûrs de perdre, hein. Ils ont attaqué notre délégué syndical central pour diffamation aussi récemment, Albert Papadacci, et ils avaient attaqué une autre camarade. Ils ont perdu d'ailleurs au tribunal. De manière générale, de toute façon, ils ont finalement ils sont peu convaincants par rapport aux tribunaux. Bienvenue à Victor. Mais pour autant, ça permet quand même malgré tout, Camille, tu en as fait un clin d'œil tout à l'heure, ça permet de faire peur à l'ensemble des personnes qui voudraient s'investir dans l'activité syndicale pour défendre les intérêts bien évidemment des salariés. Donc ils savent bien ce qu'ils font. Tout ce patronat, qui soit de toute façon Orpea, Coriando, Busvi et j'en passe et des meilleurs, ont tous les mêmes méthodes de management et qui visent nécessairement à faire disparaître nos élus et nos mandatés. Je vais juste vous prendre un exemple pour illustrer mes propos. Chez Orpea par exemple, quand un élu ou un mandaté accompagnait un salarié pour un entretien, systématiquement, enfin la direction générale avait comme consigne de licencier le salarié en question. Donc vous imaginez bien la pression qu'il y a, y compris vers nos élus qui venaient vers nous et qui ne voulaient même plus accompagner les salariés dans les entretiens, dans le sens où ils savaient que ça leur serait fatal derrière. Peut-être une chose aussi à rajouter, on est quand même sur un secteur qui est à prédominance féminine importante, puisqu'on est à peu près sur un taux de 85% de femmes. C'est important dans le sens où on a eu un journaliste hier avec Guillaume. Il y a longtemps que ce sujet-là était revenu. Ça n'a pas forcément été trop traité dans le livre de Victor. Mais on est aussi sur une recherche, et ça je l'avais aussi vu chez Korian, d'un salariat certes féminisé, issu si possible de l'immigration, ne sachant pas forcément lire et écrire, de façon sur des temps partiels imposés, et de façon à rendre aussi encore un peu plus corvéables ces personnes, ces femmes qui viennent travailler auprès de nos résidents. Quand on vous dit qu'avec quelle finesse ce groupe calcule tout, il calcule tout. Ce groupe, comme Korian, comme Domusvi, comme tous ces groupes lucratifs. Sans plus attendre, peut-être je vais laisser Victor se présenter. Je ne vais même pas le présenter. Et je le remercie d'être là. Ça n'a pas été facile pour arriver à la fête à l'heure. Et vraiment, voilà, de tout cœur, on te remercie d'être présent parmi nous. Ça fait plaisir. Oui, c'était pas simple de venir.
Non, bah écoutez, moi je m'appelle Victor Castanet, je suis journaliste indépendant et donc j'ai écrit un livre, commis un livre d'enquête sur le groupe Orpea. On entend bien ou pas? Pardon. J'ai écrit une enquête sur le groupe Orpea qui m'a pris 3 ans d'investigation, qui raconte beaucoup de choses parce que Orpea a eu des pratiques irrégulières dans quasiment toutes les branches du groupe. Donc il raconte la maltraitance, il raconte les politiques de rationnement qu'a mis en place le groupe depuis plus de 20 ans, des rationnements qui ont lieu sur les produits de santé, sur l'alimentation, sur quasiment tous les produits quotidiens qui étaient utilisés par les personnes âgées et qui entraînaient des situations de maltraitance graves. Donc j'ai raconté ça, ce système de rationnement, ce système de captation de l'argent public, parce que c'était le plus difficile peut-être à documenter, à prouver. Moi, quand j'ai commencé cette enquête très rapidement, il y avait des rumeurs sur de possibles irrégularités du groupe vis-à-vis de la gestion de l'argent public, parce que le groupe touche pour chaque EHPAD des subventions annuelles pour payer à la fois le personnel médical, c'est-à-dire les soignants, les auxiliaires de vie, les médecins coordinateurs, et aussi les produits de santé, notamment les protections, les couches pour les résidents, mais un très grand nombre de produits. Et donc on m'avait raconté effectivement, j'avais eu des rumeurs comme quoi le groupe captait une partie de cet argent public qui en gros ne servait pas pour les résidents, mais se retrouvait à partir au siège. Et donc ça a été un long travail pour prouver ça. Et c'était des pratiques financières, comptables, qui permettaient de cette captation de l'argent public, notamment des systèmes de marge arrière sur les produits de santé. Je ne vais pas vous expliquer là les marges arrière sur les produits de santé, mais en gros, Orpea, quand il devait dépenser 100 € pour les couches, en captait 28%, donc 28 € qui finissaient au siège. Donc sur des dizaines de millions de commandes annuelles, ça fait beaucoup d'argent. Pour les couches, ça représentait 28%, quasiment un tiers. Donc il y avait ce système de captation et il y avait un système de captation de l'argent public sur le personnel soignant, c'est-à-dire qu'on enlevait des effectifs de soignants par rapport à ce qui avait été budgété et financé par l'argent public. Et ce qui entraînait nécessairement une double comptabilité, parce que, en gros, vous deviez dépenser 23 postes de soignants et donc vous expliquiez à vos ARS lors des contrôles que vous aviez dépensé ces 23 postes. Et en réalité, vous en aviez dépensé que 20 ou 19 ou 21. Il y avait entre 2 et 4 postes de soignants qui étaient enlevés. Ce qui entraînait nécessairement de la maltraitance, parce que les soignants avaient plus assez de temps par pensionnaire, et nécessairement qui dégradait les conditions de travail. Parce que quand vous êtes normalement, je ne sais pas, 3 ou 4 soignants sur un étage et vous vous retrouvez seul, bah nécessairement vos conditions de travail s'intensifient et se dégradent. Donc j'ai raconté ça, et au milieu de cette longue enquête, j'ai raconté aussi la discrimination syndicale dont étaient victimes un certain nombre d'organisations syndicales, et en tout premier lieu la CGT. Donc à la fois cette discrimination syndicale et puis un grand nombre de pratiques irrégulières mises en place par la direction, la DRH, et notamment pour privilégier un syndicat maison qui s'appelle le syndicat Arc-en-Ciel, qui profitait à la fois des finances du groupe et puis dont un certain nombre de politiques ou stratégies étaient mis en place directement par le service RH. Et donc j'ai eu de nombreux témoignages pour documenter ça, et j'ai surtout eu le courage de Camille qui est là et qui a travaillé au sein du service RH et qui a été témoin de ça et qui ensuite a décidé de l'enregistrer pour un certain nombre de conversations auxquelles elle a pu assister, et donc de me transmettre ces enregistrements pour prouver ces irrégularités. Donc peut-être que je laisse Camille parler un peu de ça.
Sur la discrimination en général, bon, déjà, j'ai l'impression de ce que dit Guillaume que de son côté, en tout cas du côté syndical, ça a l'air d'être quelque chose d'insidieux. Il faut se le dire, au sein de la RH, c'est pas insidieux, hein, c'est clair, c'est assumé, c'est une politique qui est pensée, c'est une vraie stratégie. Et c'est une stratégie qui, non seulement, à mes yeux, quand j'intègre le service RH, est pas morale, mais qui surtout, et c'est ce qui fait que ces révélations, elles dépassent le cadre syndical, c'est que c'est pas légal. Donc, au sein d'une grosse entreprise comme Orpea, sans en avoir honte, on assume auprès des salariés des ressources humaines de mettre en place des politiques illégales. Dominique parlait du fait que au sein de cette entreprise, on essaye de favoriser des populations précaires de femmes d'origine étrangère. Un des éléments, moi, qui m'a marqué dans mon passage chez Orpea, c'est qu'au moment où on organisait les élections du personnel, on a refusé que les logos apparaissent sur les bulletins. Pourquoi ? Parce que le logo de la CGT, c'est un logo syndicalement qui est très marqué en France. Donc, quelqu'un qui serait dans l'hésitation ou qui n'aurait pas de connaissances syndicales, qui ne serait pas impliqué dans la vie syndicale, a tendance à se retourner vers ce syndicat. Mais de manière, moi, je trouve beaucoup plus cynique et très choquante, on avait aussi fait passer le mot d'ordre au directeur de faire reconnaître à toutes les femmes illettrées les lettres ARC, donc les 3 premières lettres du syndicat Arc-en-Ciel, pour que ce soit bien ce bulletin-là qu'elles mettent dans les urnes au moment des élections. Donc, il y a eu de la triche au moment des élections, mais il y a eu pire que ça, enfin, je ne sais pas pire, mais plus dramatique pour les syndicalistes, une vraie discrimination et une vraie politique de marginalisation et d'isolement de ces salariés. Je pense notamment à une salariée de la CGT, Kéline Sivadier, qui a été la bête noire de mon responsable pendant l'année entière que j'ai passée à Orpea, et où vraiment l'objectif, c'était de la laisser dans son placard. Elle est préparatrice en pharmacie, et c'était de tout faire pour la laisser dans son placard et qu'elle soit vraiment, vraiment plus en contact des autres salariés, pour qu'elle puisse plus faire remonter les revendications et que finalement, d'elle-même, elle soit incitée à partir. Il y a un autre exemple marquant, je te coupe après. Vas-y. Il y avait je crois qu'elle est aide-soignante, Yolande. Oui. Il y a une aide-soignante qui effectivement a eu des tensions avec sa directrice et qui s'est retrouvée convoquée par la directrice. Et lors de cette convocation, elle est venue assister d'un délégué CGT. Et c'est ça qui a signé son arrêt de mort au sein du groupe. C'est-à-dire que le simple fait, elle n'était même pas, je crois, syndiquée, affiliée à la CGT, le simple fait qu'elle soit venue assister d'un élu CGT faisait d'elle une persona non grata. Et donc, suite à ça, le siège, le service RH d'Orpea au siège, a demandé à la directrice de l'établissement de la licencier, ce qu'elle ne voulait pas faire au départ. Et donc, ils lui ont forcé la main. Et donc, elle a effectivement été sortie du groupe pour une raison fallacieuse, simplement parce qu'elle était venue assister d'un élu CGT. Oui, et même, moi, c'est le premier dossier, la première sanction disciplinaire qu'on m'a demandé de faire au sein de ce service. Et ça a été un moyen pour eux de me faire comprendre de manière très franche et très directe quelle serait la politique qui était mise en place. Je pense que si on veut prendre la mesure de à quel point c'est débridé et assumé, il faut que vous imaginez, moi je rentre là, je suis alternante, personne ne me connaît, je suis dans l'entreprise depuis 3 semaines, et de manière très naturelle, on vient me dire, bon bah Camille, ce dossier de licenciement, tu vas voir, il ne tient pas juridiquement, on n'a aucun moyen de licencier cette salariée, mais on la licenciera, et si derrière on perd un prud'homme, c'est pas grave, parce qu'on veut faire passer le mot que dans cette société, être accompagné d'un délégué syndical CGT, c'est la porte assurée. Oui, en complément de ce que tu dis, puisque Kéline Sivadier, qui est, on va dire, notre premier représentant, notre premier relais élu CGT dans ce groupe Orpea, est toujours aujourd'hui au placard. C'est-à-dire que, y compris après la sortie de ce scandale, les méthodes n'ont pas changé. Hier encore, j'ai fait un 3e courrier concernant Kéline. J'envoie au nouveau DRH du groupe. Ils ne répondent
même pas au courrier qu'on leur adresse concernant la situation de Mme Kéline Sivadié, pour qui, quand même, l'inspection du travail a demandé la réintégration à 2 ou 3 reprises. Il s'assoit de toute façon sur toutes les décisions, y compris celle-là. Un recours ministériel d'ailleurs est en cours. La réponse sera donnée lundi prochain, le 12 septembre, concernant Kéline Sivadié. Mais on voit bien combien malheureusement, malgré ce scandale, malgré cette forte médiatisation, que ce groupe n'a pas changé ses méthodes. Ils ont changé les têtes, hein, toutes les têtes à peu près de la direction générale. Pour autant, les méthodes restent les mêmes. Une petite digression par rapport à ce que vous disiez, Camille et Victor, par rapport à ce personnel. On avait évoqué le sujet juste avant que tu arrives. Juste sur un point, sûrement sur un certain nombre de pratiques, sur la manière dont ils traitent le personnel, sur le rationnement, sur des choses comme ça, les politiques de réduction des coûts, ça va prendre du temps à ce que ça change. Et peut-être ça n'a pas encore changé. Bon, sur les marges arrière et les détournements d'argent public, ça c'est fini. Je veux dire, il y a des pratiques sur lesquelles ils n'oseront plus aller aujourd'hui. En revanche, sur la gestion du personnel, il est possible que ça prenne un certain temps. Ouais. Oui, bien sûr, oui, c'est à ça que je faisais référence. Sur les femmes issues de l'immigration, enfin tout ce qu'on a pu évoquer sur le sujet, de façon à trouver des salariés qui étaient corvéables. Même moi, je ne le savais pas sur le ARC. On a échangé énormément, mais même ça, je ne le savais pas. Y compris la CGT a rédigé ses tracts en arabe pour pouvoir s'adresser à cette population qui ne savait pas lire le français. Donc vraiment, on s'est mis aussi à la portée de tout ce public issu de l'immigration, de façon à pouvoir aussi les informer, parce que évidemment, tout était fait pour éviter que l'information puisse être diffusée au sein de ce groupe où l'omerta régnait. Juste, peut-être pour détendre l'atmosphère, parce que c'est carrément à rire ou à pleurer, je ne sais pas. Dans le même temps, avant que le scandale n'éclate, il faut savoir que Orpea était un groupe que tous les investisseurs qui prétendaient faire de l'investissement socialement responsable adulaient. Et il faut savoir que ce groupe est un champion de la communication qui passait sa vie à signer des accords d'entreprise avec le fameux syndicat Arc-en-Ciel, accord qui avait parfois pour seul objectif d'être moins-disant par rapport au Code du travail. Enfin, des choses qui étaient complètement hors sol, enfin, par rapport à ce à quoi on peut s'attendre quand on est un représentant du personnel digne de ce nom dans le secteur. Donc, ils communiquaient en permanence sur la bientraitance aussi, d'ailleurs, parce que, vous savez, c'est comme disait Audiard, hein, les cons, ça ose tout, donc n'hésitons pas. Et vous regardez la notation des fonds labellisés investissement socialement responsable, ces gens-là étaient portés au nu. C'est ça qui est ahurissant aussi, c'est le décalage entre la vitrine, et je pense qu'il y a des talents à la com chez Orpea, ou en tout cas il y en avait, et la réalité, une fois qu'on passait de l'autre côté du rideau, et dont ici tout le monde peut témoigner. Oui, alors quand on dit que tout est bien étudié, effectivement, le syndicat Arc-en-Ciel pesant plus de 50%, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de représentativité syndicale, nécessairement signer tous les accords à minima qui étaient à la fois pompeux mais réfléchis entre la direction du groupe et ce syndicat Arc-en-Ciel. Je rajouterai quand même aussi le syndicat UNSA qui est quand même aussi un bon syndicat d'accompagnement au sein de ce groupe Orpea. Mais tout ça, tu l'as plus ou moins dit, Elisabeth, c'est aussi pour, voilà, c'est pour rassurer les marchés. C'est-à-dire qu'il fallait de la signature d'accord pour donner du crédit, effectivement, au bon fonctionnement de ce groupe, tout simplement. Hein. Ça s'arrête à ça. Hein. Donc, bien évidemment qu'ils ont besoin d'un syndicat fort, enfin, entre guillemets, au-delà de plus de 50%, de façon à paraître plus lisse sur la photo, je serais tenté de vous dire. Et aussi, pardon, mais et Camille là sera mieux informée que moi. Mais le fait de tenir son personnel grâce à ce syndicat, ça permettait de faire voter des accords collectifs excessivement mauvais par rapport au secteur. Oui, alors ça permet non seulement de signer des accords qui sont mauvais et désavantageux pour le personnel, mais je pense que, faut se rendre compte, Orpea, dans la branche de la santé privée, c'est un acteur important et du coup, en favorisant
le syndicat Arc-en-Ciel au détriment des syndicats plus traditionnels que sont la CGT et FO, ça a aussi des répercussions au sein de la branche sur les représentativités et du coup sur les accords qui sont votés au sein de la branche. Et pour tous les salariés de la branche professionnelle, ça a des conséquences assez négatives. Tu as eu raison de le rajouter parce que je pense qu'une entreprise à la taille d'Orpea où effectivement il n'y a certes très peu de CGT finalement, puisque aux dernières élections professionnelles, ils n'ont pas réussi à nous virer complètement, puisqu'on fait 14,2 de représentativité, c'est pas bien lourd, mais on est encore présent, mais non plus la CFDT, et non plus Force ouvrière, c'est-à-dire les 3 premières centrales syndicales à l'échelle nationale, ne sont pas ou quasi pas présentes dans ce groupe-là. Ça aurait dû quand même interpeller, à un moment donné, au-delà même de la CGT. C'est-à-dire que même si les organisations syndicales n'étaient pas là, et l'UNSA, à elle tout seule, pèse 70% à peu près, hein, je crois que c'était à peu près... Arc-en-Ciel, pardon, Arc-en-Ciel. Et on sent aussi une forme de mutation aujourd'hui, enfin on sentait déjà avant que le scandale arrive, avec une place de plus en plus importante de l'UNSA qui à terme, on pense, en tout cas c'est notre analyse à nous, aurait dû prendre la place Arc-en-Ciel de façon, encore une fois, à rendre plus lisse, plus jolie la photo, parce que c'est un syndicat qui a une reconnaissance, entre guillemets, à l'échelle nationale. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est au sein de notre branche du lucratif, on vient, lors de la dernière représentativité, l'UNSA vient de rentrer massivement, alors qu'il n'était pas du tout présent jusqu'à présent. Là aussi, on voit au niveau des employeurs, le syndicat UNSA qui commence à être de plus en plus, en tout cas, introduit, on peut le dire comme ça, dans les boîtes. Pour revenir sur les aspects aussi économiques, un des enjeux finalement, c'est de faire en sorte que ce secteur soit de moins en moins intéressant pour les gens du lucratif. Enfin, il me semble. C'est-à-dire que Victor a expliqué. Je reprends, c'est mieux. Donc, Victor a expliqué 2 ou 3 manips qui étaient faites, qui ont leur importance. Et en effet, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si on travaille de façon respectueuse à la fois des résidents et aussi des salariés dans ce secteur, en respectant les règles du jeu, je vous rappelle, pour faire court, les EHPAD, vous avez 3 sources de financement. Les résidents sur l'hébergement, l'ARS, donc la Sécu sur le médical, et puis le département sur la dépendance. Donc, si on travaille, et il faut savoir qu'Orpea, enfin, je pense que vous l'avez bien en tête, était plutôt positionné sur des tarifs d'hébergement assez élevés, beaucoup plus élevés en tout cas que ce qu'on trouve en moyenne dans le secteur public, et y compris dans les autres acteurs du privé lucratif. Donc, si on veut jouer selon le respect des règles du jeu, bah finalement, ça devient tout de suite beaucoup, beaucoup moins sympa. Si on met tous les salariés dont on a besoin, qu'on élimine les faisans fonction. Vous savez, les faisans fonction, c'est un aide-soignant qui fait le boulot d'un infirmier ou d'une infirmière en étant payé selon un salaire d'aide-soignant, etc., etc. Si on commence à nourrir correctement les gens, si évidemment on ne met pas des puces RFID dans les protections en interdisant aux salariés de changer les gens tant que la puce ne sonne pas, eh ben, on arrête de gratter sur le dos de toutes ces personnes. Et au final, les résultats ont tendance à ne plus être suffisamment intéressants pour payer les salaires des dirigeants et surtout pour rémunérer les actionnaires. Donc, je pense que Victor a donné quelques exemples, mais c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ces groupes-là ne peuvent pas mener à bien leur projet s'ils rentrent dans les clous. Enfin, moi, il me semble. Je ne sais pas si toi, Victor, tu as la même analyse. Alors moi, déjà, en tant que journaliste, je me permets jamais de parler de tout un secteur et de me positionner sur des groupes sur lesquels j'ai pas enquêté à fond comme celui d'Orpea. Orpea, je peux en parler dans le moindre détail. Pendant 3 ans, je l'ai ausculté de fond en comble. Et non, Orpea, il raconte plusieurs choses. Il raconte à la fois les dérives de ce groupe et les défaillances de l'État. C'est-à-dire, si Orpea, pendant 20 ans, a pu mettre en place ce genre de pratique,
à la fois sur la gestion du personnel, sur la gestion de l'argent public, sur les politiques de rationnement, etc., sans que les autorités de contrôle n'aient rien vu, c'est qu'effectivement, à la fois les ARS, les agences régionales de santé, les inspecteurs des conseils départementaux, mais aussi la DGCCRF ou l'inspection du travail, n'ont pas eu les moyens ou les compétences ou la volonté de trouver ces pratiques et de les condamner. Moi, j'ai pu le faire avec l'appui de très nombreux salariés ou membres du personnel ou cadres de l'entreprise. J'ai pu le faire seul. Je veux bien qu'il manque d'inspecteurs sûrement dans les ARS, mais il y avait un problème sûrement aussi de volonté de la part de l'administration de contrôle de ces groupes. C'est-à-dire, je pense que ça a été une philosophie portée par l'État depuis des dizaines d'années. C'est que je pense que l'État, dans les années 90, s'est rendu compte qu'il avait un certain nombre d'EHPAD publics qui étaient dans des situations parfois qui ressemblaient à des mouroirs. Il y avait une vraie lacune des pouvoirs publics. Donc on a laissé rentrer le privé. Et avec au départ un privé qui n'avait pas de subvention dans les années 90, à partir du début des années 2000, les groupes privés ont commencé à avoir des subventions importantes, ont commencé à devenir très rentables. Et il y a une philosophie des contrôles qui a été de dire, bon, on calcule globalement ce qu'on vous donne par an en fonction du nombre de pensionnaires et de leur pathologie, avec un système qui s'appelle le pathos, où on calcule la pathologie des pensionnaires. On vous donne cet argent et globalement, on vous fait confiance. Et donc, au fur et à mesure des années, d'ailleurs, le niveau de contrôle s'est ralenti. On s'est dit que ces groupes allaient être vertueux et allaient dépenser l'argent qu'on leur donnait. Bon, il se trouve que pour Orpea, ça n'a pas été le cas et que d'autres groupes, comme Corian par exemple, Corian a mis en place aussi des systèmes de marge arrière qui d'ailleurs avaient alerté les autorités dès 2014. Le gouvernement à l'époque avait été mis au courant de ces pratiques de marge arrière. Donc ça raconte aussi comment l'État a laissé faire en sachant qu'il y avait un certain nombre de groupes qui pouvaient abuser, notamment des dotations publiques. Après, sur le fait de condamner tout un secteur lucratif, ça, moi, en tant que journaliste, je ne suis pas capable de le faire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça doit ouvrir un débat à l'Assemblée nationale entre tous les partis et qu'il doit se passer quelque chose maintenant dans les mois qui viennent suite à ce scandale et qu'il va falloir effectivement trancher la place du lucratif. Je sais que déjà un certain nombre de conseils départementaux réduisent, voire ne donnent plus d'autorisation au privé lucratif, mais plus globalement, il faut une discussion à l'Assemblée nationale pour encadrer ce secteur et savoir comment on subventionne, comment sont attribuées les subventions publiques, de quelle manière on va les relier à des indicateurs de qualité, parce qu'aujourd'hui on donne de l'argent mais sans contrepartie. En gros, personne n'est capable de vous dire en France la qualité d'un EHPAD par rapport à un autre. C'est ce qui est un scandale en soi. Moi, je ne suis pas sur le principe contre le fait qu'on puisse donner des subventions publiques, mais encore faut-il, un, qu'il y ait des contrôles extrêmement poussés, et deux, qu'on puisse noter, évaluer les EHPAD qu'on finance. Donc oui, je peux au moins dire ça, que ce groupe-là et ce scandale-là a montré un système qui était à bout de souffle, ça c'est sûr. Dom, peut-être sur deux choses, dire deux mots de la façon dont se passaient les contrôles, qui étaient modérément inopinés, et puis surtout peut-être la position de la Fédération Santé CGT sur la question. Ouais, j'ai commencé par la deuxième, alors peut-être. Effectivement, on se pose la question de la place du lucratif. Je ne vais pas m'en arrêter là. Je vais essayer de un peu vous laisser réfléchir à comment on pourrait penser autrement, en tout cas, la place de la prise en charge de la dépendance en France aujourd'hui. Comme l'a souligné Victor, ou Elisabeth, il y a trois modèles. Il y a le secteur public, il y a le secteur qu'on appelle associatif, qui est sans doute bien évidemment un peu plus vertueux. Pour reprendre tes termes, et il y a le secteur marchand qui aujourd'hui ne pèse
pas forcément autant que les deux autres, mais qui, ces dernières années quand même, a eu une marge de progression très importante, hein. Je rappelle que le premier groupe marchand qui est Orpea est né en 1989. Ça fait que 30 ans. Et un groupe comme Corian est beaucoup plus jeune et il y a une croissance assez exorbitante ces dernières années. Alors, comment on pourrait imaginer la prise en charge de la dépendance? Moi, je pense que la prise en charge du soin dans sa transversalité, sa plus grande transversalité, doit être régalien. C'est-à-dire que ça doit être pris en charge par l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on mette dans un secteur comme celui de la santé, dans sa plus grande largesse, deux termes, la profitabilité et la rentabilité. À partir du moment où vous intégrez ces deux termes-là, vous savez de toute façon qu'il y aura un impact sur nécessairement les salariés qui sont au chevet, là en l'occurrence des résidents, mais aussi des patients. Et d'autre part, que ça aura un impact évidemment sur la prise en charge en tant que telle, là en l'occurrence des résidents. Donc évidemment que nous au combat, quel terme on met derrière parce que ça fait débat aujourd'hui dans notre organisation syndicale. Guillaume, mon voisin, et nous d'ailleurs autour, on a construit une note là pour qu'on ait un débat en direction fédérale sur ce qu'on appelle la nationalisation. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on met derrière nationalisation? On a quelques exemples en France, je pense notamment à EDF. Attention à ce qu'on nationalise ou pas, mise sous tutelle, puisque c'est le terme qui revient aussi en règle générale. Ça revient un peu à ce que disait aussi Victor. C'est on donne de l'argent public, comment derrière on contrôle cet argent public et son utilisation. Donc voilà, moi je pense que à titre personnel, puisque le débat n'est pas encore tranché dans l'organisation, mais nationalisation, mise sous tutelle, quand vous mettez que ce mot-là, ça ne sert à rien. Il faut regarder ce qu'il y a derrière, parce qu'on peut faire parler les mots comme on les entend. Et attention, parce que je crois que la volonté politique, effectivement, tu l'as souligné Victor très justement, de ces dernières décennies, a été justement de fermer les yeux sur tout ce qui pouvait se passer sur ces grands groupes lucratifs. Donc il nous faut du contrôle pour du contrôle. Non, parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y avait très peu de contrôle dans les EHPAD. Ils se sont un peu plus bougés depuis la sortie de l'ouvrage de Victor. Et qui puisait que ces contrôles n'étaient pas inopinés. C'est-à-dire qu'on prévenait les directions des établissements qu'on allait les contrôler dans 15 jours, dans 3 semaines, y compris Orpea avait un peu la main mise sur un certain nombre de politiques, donc pouvait aussi demander des fois des reports des contrôles parce qu'ils n'étaient pas forcément prêts. Vous imaginez bien que quand il y a un contrôle qui sont prévenus suffisamment à l'avance, ils ont le nombre de personnel nécessaire qu'ils n'ont jamais derrière. Ils ont le nombre de changes, de couches, de rations, enfin le prix moyen dans un EHPAD Orpea, c'est 4,20 € par jour quand même, qui prend en charge le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Vous imaginez bien 4,20 € pour un chef cuisinier qui était Guillaume par exemple dans un EHPAD. Vous imaginez ce que vous réussissez à faire à ses limites, je pense, sur ce type de sujet. Donc voilà, moi sur ce sujet-là, oui, clairement, il faut que ce soit tranché parce qu'on ne peut pas laisser prospérer ces grands groupes marchands, même si aujourd'hui, effectivement, il y a un ralentissement quant à leur expansion parce que nécessairement, ça fait le buzz sur un point de vue politique, enfin médiatique d'abord et politique dans un deuxième temps, parce que le médiatique a permis d'appuyer sur le politique, mais on voit quand même qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, rien n'a bougé, rien n'a changé. Évidemment qu'on est à l'écoute de ce qui va sortir à la rentrée, là, parce qu'il devrait sortir des choses à la rentrée. Mais on ne ferait pas notre job syndicaliste si on n'y croyait pas, à minima. Mais on n'est pas non plus à rêver que ça va changer du tout au tout du jour au lendemain, rassurez-vous, hein. La première question, Elisabeth, parce que du coup, je l'ai avalée. La première, t'en as parlé, c'était sur le fait que les contrôles n'étaient pas inopinés avec tout ce que ça embarque comme possibilité de fausser les cartes, enfin le jeu. Hein. Peut-être, Guillaume, une intervention sur le coût matière, parce que je pense que ça, c'est important. C'est quelque chose qui aussi a marqué l'opinion. Je pense que c'est important que tu puisses intervenir là-dessus. Oui, alors au niveau de ce qu'on a pu nous demander au niveau des journalistes et quand on a travaillé avec Victor, effectivement, c'était le coût matière. Alors pour vous expliquer, c'est qu'on a un budget tous les jours de matière à acheter. Donc chez Orpea, il nous était imposé 4,20 € par jour par résident pour, comme vous l'a dit Dominique, avoir les 4 repas.
Ce qu'on a pu voir, nous, effectivement, c'est que déjà, on se retrouvait face à des comportements au niveau des salariés en cuisine, hein, où on faisait de la bricole. Et donc avec des dérapages, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un apport protéinique avec de la viande comme il le faudrait, on va mettre de la biscotte en plus pour faire les mixer. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le grammage de viande qu'il faudrait avoir, on complète avec de la mie de pain. Voilà, c'est tout simplement ça, ce qui nous permettrait de pouvoir avoir un budget à 4,20 €. Et le plus dramatique par rapport à ça, c'est que quand on regarde le taux de dénutrition dans nos établissements, on est à plus de 70% de dénutrition. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez terrifiant dans le principe. Et après, quand le groupe Orpea a trouvé la solution à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ils font prescrire par les médecins des compléments alimentaires qui sont payés par la sécurité sociale. Et donc, on a une grande partie des résidents du groupe Orpea qui sont alimentés par de la poudre chimique de protéines. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est absolument pas contrôlable. Et en plus, là, malheureusement, je le dis tel que je le pense, c'est que les médecins sont complices de ça aussi. Les médecins qui sont de famille, qui viennent voir les résidents, sont totalement au courant de ce qui se passe à l'intérieur de ces établissements-là. Et là aussi, les médecins ne bougent pas beaucoup sur ces établissements-là. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume, le sujet derrière, c'est que si le médecin sait, pour autant, parfois, il n'y a pas d'autre solution parce qu'il n'y a pas d'EHPAD environnant, parce qu'il n'y a pas de place dans les autres EHPAD. Donc il y a ce sujet qui est un vrai sujet, pour reboucler sur ce que je disais en introduction, à savoir qu'on a de plus en plus de personnes qui sont dans des groupes, à des niveaux de dépendance requérant le fait qu'ils soient pris en charge de façon importante, et bien des gens qui n'ont finalement pas le choix. Alors on attendait cette fameuse loi grand âge. Bon, finalement, il n'y aura pas de loi grand âge, toujours pas. Bon, en tout cas, il est probable qu'on n'en ait pas parce qu'il dit, bon, comme disait Dominique, là c'est la rentrée, on va voir ce qui se dessine, mais on a quand même aussi des pistes qu'on peut qualifier de pistes techniques, comme disait Victor, à savoir qui consisteraient à se doter d'outils permettant de s'assurer que les sommes qui sont versées par les départements ou par la Sécu sont bien fléchées et vont bien là où elles sont censées aller, et que parce qu'il y a ça aussi, le sous-effectif systématique, ça veut dire qu'à des moments, on reçoit de l'argent pour des salariés qu'on ne paye pas. Donc, dans ces cas-là, c'est peut-être pas très compliqué. Tu ne payes pas les salariés qui étaient prévus au budget, les sous que tu as eus pour payer ces salariés-là, peut-être que l'année d'après, tu peux les redonner. Des choses qui sont relativement simples à mettre en œuvre, techniques, qui ne vont pas chercher très loin en termes d'ambition, mais qui pourraient aussi rendre les choses plus correctes, me semble-t-il. Tu soulignes aussi un élément important, c'est que notre secteur d'activité, encore une fois, dans sa plus grande largesse, est quand même peu attractif. Sous deux prismes, que sont les conditions de travail, d'une part, que sont évidemment la politique salariale, d'autre part. Aujourd'hui, on manque cruellement sur tout notre secteur en France, principalement évidemment de soignants, mais tout corps de métier qui touche notre secteur d'activité. L'EHPAD, par nature, est déjà un secteur qui nécessairement est le moins attractif par rapport à une jeune infirmière qui sortirait de l'école. Elle est peut-être plus attirée par un service de pointe qui est un service de réa, d'urgence, etc., que d'aller en EHPAD, d'une part. D'autre part, aujourd'hui, ce que faisait déjà Orpea, parce que c'était quand même le sport national, c'est-à-dire de prendre des faisans fonction, notamment d'aide-soignante, pour faire le métier d'aide-soignante. Elle touchait les dotations d'une qualifiée en qualité d'aide-soignante, et il gardait la différence, si vous voulez, parce qu'il ne reversait pas l'intégralité de la somme à la faisant fonction, vous imaginez bien. Aujourd'hui, ils mettent ça sous couvert du fait que, justement, ne trouvant pas de personnel qualifié, ce qui n'est pas complètement faux non plus, ils ne prennent que des faisans fonction. Avec quelle incidence derrière, vous imaginez bien. Quand on n'est pas formé, qu'on est au lit d'un résident, au pied du lit d'un résident, nécessairement la qualité qu'on peut apporter à ce résident n'est évidemment pas la même, quoi. Il faut aussi l'entendre. Et donc ça, c'est vrai que c'est un vrai tournant aussi, que ce soit d'ailleurs chez Orpea, dans l'ensemble du monde des EHPAD, et pas seulement dans tout notre secteur d'activité.
On va devoir mettre un terme à notre débat. Victor, un mot pour conclure? Alors, un mot pour conclure, c'est difficile. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est à la fois tragique, la situation dans un certain nombre d'EHPAD, notamment lucratifs, mais pas que. C'est à la fois tragique et en même temps, moi j'essaie toujours d'être positif, mais il y a quelque chose de très enthousiasmant aujourd'hui à essayer de repenser totalement le secteur. Parce qu'il faut le repenser de fond en comble, c'est-à-dire il faut le repenser dans ses méthodes de financement, il faut le repenser en créant des indicateurs de qualité, faut le repenser aussi dans le positionnement des EHPAD dans les villes, c'est-à-dire arrêter de les sortir des villes et de les mettre en périphérie et qu'on ne voit plus les personnes âgées, qu'on les sorte de notre quotidien, mais justement essayer de les rentrer à l'intérieur des centres-villes, même au niveau architectural, faire des EHPAD qui soient moins fermés, qui soient plus... moi, je suis allé souvent dans les pays nordiques, notamment en Suède, faire des reportages pour voir des EHPAD. Et j'avais vu beaucoup d'exemples avec des EHPAD très lumineux, très ouverts, avec des grandes baies vitrées, dans lequel je me souviens, par exemple, il y avait un EHPAD où ils avaient mis un restaurant à l'intérieur de l'EHPAD, qui n'était pas une cantine dégueulasse comme on peut voir dans beaucoup d'établissements en France, mais c'était un vrai restaurant avec un cuisinier et qui était ouvert aux gens du voisinage, aux commerçants, à tout le monde. Et donc vous aviez dans l'EHPAD des gens de tous horizons qui venaient déjeuner tous les jours. Et donc il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des travailleurs, il y avait tout. Et ça mettait à la fois beaucoup de vie. Il y avait un flux continu et en même temps des regards du coup pour surveiller qu'il n'y ait pas de maltraitance. Donc il y a plein de manières de repenser les EHPAD et qui dépassent de loin juste la question de la comptabilité et du fait de donner plus d'argent public. Donc, et ça, il va falloir s'y atteler. Et effectivement, alors moi, j'essaie de rester dans mon rôle de journaliste, mais je suis allé il y a quelques jours, c'était les journées d'été écolo, après les journées d'été France Insoumise, pour les sensibiliser à cette question et leur dire effectivement de porter des mesures fortes dans les prochains mois, parce que cette loi grand âge, ça fait 10 ou 15 ans que tout le monde l'attend dans le secteur, et que le moment est venu là, dans les 6 mois qui viennent. Voilà. Merci Victor. On est pris par le temps. On m'a dit qu'il faut absolument qu'on arrête là. Juste, merci Camille, merci Dom, merci Guillaume.